Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette nouvelle édition de Pile et Face. Nous allons parler aujourd'hui d'esclavage. Demain, c'est la journée on va commémorer la journée de l'abolition de l'esclavage. C'est une journée internationale donc du système des Nations Unies. Avec moi aujourd'hui pour aborder la question, René Clément, qui est de la société civile. Elle est notamment membre de Mirada, qui est une plateforme d'association. Tout à fait. Mirada, en fait, c'est une organisation qui regroupe différentes associations qui sont là pour se battre pour les intérêts des Africains et des Afro-descendants. Très bien, on est en plein dans le sujet. Hein. Complètement. Avec nous également Abdoulaye Diagana, qui est chercheur, mais il a également une casquette de journaliste. Hein. Voilà, donc un site internet, kassataya.com, créé pour essayer de contourner un peu le monopole des médias en Mauritanie. Donc observateur aussi de la scène politique mauritanienne, avec ses soubresauts, notamment les problèmes d'esclavage, les cas d'esclavage qui sont relevés de temps à autre. Et puis dans la dimension chercheur, vous vous occupez notamment des questions d'intégration régionale. Voilà, sous-régionale, Mali, Mauritanie, Sénégal, donc en géopolitique. Très Transfert bien. de normes. Merci beaucoup. Avec nous également Martin Luther Bita, qui est journaliste à youbiznews.com. Oui, effectivement, je suis journaliste à youbiznews.com. Youbiznews, c'est une chaîne de télévision qui va voir le jour dans quelques mois peut-être, et qui sera diffusée sur le câble et sur le satellite. Donc, c'est une chaîne de télévision qui parlera de l'info musulmane. Voilà. D'accord. Et vous êtes également membre d'un cercle? Alors, je suis également le secrétaire général du cercle Andréan. Donc, c'est un cercle de réflexion sur les relations entre les États-Unis et l'Afrique. Et donc, ce cercle est constitué en majorité de journalistes et de chercheurs qu'on appelle les IV, International Visitors, qui ont fait le déplacement pour les États-Unis il y a quelques temps. Voilà. Très bien. Avec nous enfin, c'est pas pour dire qu'on garde le meilleur pour la fin, mais on n'en est pas très loin, c'est M. Ali Moussaïe qui est coordonnateur du projet de la route des esclaves à l'UNESCO. Oui, la route de l'esclave, pardon, autant pour moi, à l'UNESCO, et aussi du projet l'histoire générale de l'Afrique. Très bien, donc nous avons une affiche en face de nous, c'est un ensemble de livres qui vont être publiés sur l'histoire générale de l'Afrique, en français, en anglais. Non, c'est l'utilisation pédagogique de cet ensemble de livres qui ont déjà été publiés en anglais et en français dans 13 langues différentes et même en 3 langues africaines, qui sont Swahili, Hausa et Fulfulde. Très bien. Donc maintenant que les présentations ont été faites, vous connaissez les différents protagonistes de cette discussion que nous allons avoir sur la question de l'abolition de l'esclavage. Déjà sur le thème, nous parlions de devoir ou de déficit de mémoire. Selon vous, il y a devoir ou déficit? C'est parce qu'il y a un déficit de mémoire qu'il faudrait faire un devoir de mémoire. Je crois qu'au niveau du déficit, beaucoup de choses ont été faites pour que certains pays, certains gouvernements honorent ce devoir de mémoire. Mais je crois qu'aujourd'hui, le débat, il a presque à la limite même dépassé le devoir de mémoire qui était considéré comme une faveur que les États donnaient à certains de leurs citoyens pour parler de la mémoire. Aujourd'hui, on est à la revendication du droit à la mémoire, donc le droit citoyen d'avoir sa mémoire, surtout sa mémoire tragique. Donc le débat aujourd'hui se situe à ce niveau-là. René Clément, quelle est votre position par rapport à cette question de devoir ou de déficit de mémoire? Pour moi, déjà, devoir de mémoire, c'est un terme, je ne me reconnais pas là-dedans, parce que pour moi, c'est un aboutissement. Pour moi, on n'est même pas encore arrivé au devoir de mémoire. Pour moi, c'est plutôt un devoir d'instruction. Avant d'arriver au devoir de mémoire, il me semble que nous avons différentes étapes à franchir, qu'on n'a pas totalement franchies aujourd'hui, et c'est plutôt, je dirais, un déficit d'instruction. Pour moi, ce devoir de mémoire, aujourd'hui, déjà, le crime contre l'humanité que représente l'esclavage, est-ce qu'il est reconnu en France? Il est reconnu en France, mais est-ce qu'il est reconnu par l'ONU? Est-ce qu'il est reconnu par d'autres pays européens? La première chose. Ensuite, en termes de réparation, aujourd'hui, où on en est? Il n'y a pas grand-chose qui se soit passé de ce côté-là. Ensuite, au niveau de la vulgarisation de cette histoire-là dans les manuels scolaires, aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment très vulgarisé. Donc, tant que, pour moi, nous n'aurons pas franchi ces différentes étapes, j'ai du mal à voir comment on peut vraiment mettre en place un vrai devoir de mémoire. Et de votre côté, vous militez également pour les États-Unis d'Afrique. C'est un volet de votre activité que je n'ai pas décrit tout à l'heure. Exactement. Donc, on se bat effectivement pour l'unité africaine, mais à travers différents outils. Ça peut être l'histoire. Et là, justement, on a un point commun, c'est l'esclavage. Donc, ça devrait être un levier pour moi, pour pouvoir nous rassembler.
et pour pouvoir justement constituer cette fameuse unité africaine qui existait avant la balkanisation de l'Afrique. Très bien. Martin Luther Bita? Oui, je dirais que d'abord, devoir, c'est d'abord donner ou restituer. Et ça fait également référence à une obligation. Le déficit, c'est un manque, c'est quelque chose qui manque. Est-ce qu'il y a donc un devoir de commémorer, de penser à ce qu'ont vécu nos aïeux? Je dis quelque part, oui, c'est notre histoire. Et nous avons ce devoir-là. C'est dans le patrimoine maintenant de l'humanité. Tout à fait, c'est dans le patrimoine et nous avons ce devoir-là. Bon, maintenant, il y a un déficit au niveau de la communication et de l'instruction, comme l'a dit la dame tout à l'heure. René Clément. René Clément, voilà. Et donc, c'est à nous maintenant que revient le travail de communication et d'instruction. Nous, journalistes, les chercheurs, et puis c'est aussi l'occasion de savoir un peu ce qui se fait du côté de l'UNESCO. Voilà. Oui, on reviendra à l'UNESCO, mais à votre niveau, Abdoulaye Diagana, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, avec le travail qui est fait, on relevait qu'en France, déjà aujourd'hui, on reconnaît que la traite et l'esclavage, la traite négrière et l'esclavage sont des crimes contre l'humanité. Il y a eu cette journée qui a été instituée par l'ONU comme journée internationale de commémoration de l'abolition de l'esclavage, le 2 décembre. Est-ce que vous avez l'impression que cela contribue à combler ce déficit ou ça contribue simplement du devoir de mémoire? Comme René Clément, ce n'est pas l'impression que moi j'ai. Je pense aussi qu'il y a des préalables. Ce n'est pas l'esclavage ne doit pas être un problème entre les anciennes colonies et les pays colonisateurs. C'est un des premiers pas de la mondialisation depuis la controverse de Valladolid qui a pu conduire à ce commerce triangulaire-là, donc qui a impliqué toutes les nations du monde. Donc ça doit être un problème qui doit être pris en charge. Les nations qu'on disait civilisées de l'époque. Civilisées, effectivement, de l'époque. Donc la question doit être prise en charge au niveau international, comme elle l'a dit. Et il y a un aspect pédagogique qu'il ne faut pas évacuer rapidement. Il faut qu'on comprenne les mécanismes et que les jeunes élèves dans les écoles puissent s'en imprégner, le comprendre pour éventuellement essayer de le transmettre. Parce que c'est à partir de là, comme René Clément l'a dit, qu'on pourra parler de devoir de mémoire. Autrement, on aura évacué tout un pan qui, de mon point de vue, est indispensable. Mais quand on parle de devoir de mémoire par rapport à la responsabilité, vous faites bien de dire que ce n'est pas que la question de la relation entre les pays ex-colonisateurs et ex-colonisés. Est-ce que sur le continent africain, cette question est véritablement prise en charge par les États eux-mêmes? Très bonne question, Louis Magloire. Bon, j'ai vécu au Cameroun pendant longtemps, j'ai sillonné un peu l'Afrique, mais on n'en parle pas beaucoup, à part dans les manuels scolaires, à l'école. Mais il n'existe pas en Afrique une journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Et c'est regrettable. C'est regrettable. Monsieur Yé. Non, oui, je pense que c'est aussi... Dans le cadre de la coopération aussi surprenant que ça oui. puisse le paraître, c'est en Afrique, la question de l'esclavage et de la traite n'est pas évoquée parce qu'elle implique, pour d'autres raisons autres que ceux pour lesquels il y a un silence en Occident ou ailleurs, en Afrique aussi, ce silence mérite d'être brisé. Et effectivement, il n'y a pas de date de commémoration. Peut-être le Sénégal qui vient d'en instituer une avec... en reconnaissant au niveau de la législation nationale l'esclavage et la traite comme crime contre l'humanité. Et il y a très peu de choses qu'ils ont fait, même au niveau de l'enseignement. On a fait une enquête sur l'enseignement dans les primaires et dans les secondaires, en histoire, si cette question-là est enseignée. C'est seulement 50% des pays africains qui, d'une manière ou d'une autre, évoquent cette question-là dans leur programme. Pour un continent qui a été le réservoir des victimes qui à la fois en direction de l'Europe et en direction du monde arabe. Du monde arabe, que ce continent-là lui-même ne commémore pas cette mémoire, c'est vrai que c'est... Mais on sait pourquoi. Mais en tant que prescripteur, vu que c'est la coopération culturelle, c'est l'éducation, c'est la formation, c'est un peu votre domaine également au niveau de l'UNESCO. Oui, je reviendrai à ce que disait Madame tout à l'heure, mais ce n'est pas forcément pour la même raison qu'il y a un silence en Afrique et un silence en Occident. L'Occident, c'est plutôt le silence face à la culpabilité et assumé. En Afrique, c'est le silence qui vient de la honte, d'avoir été justement le continent privilégié le réservoir de la traite
mais aussi parce qu'à l'intérieur de l'Afrique, il y a aussi parfois des tensions entre certaines élites et de certaines populations qui fait que cette question-là est assez litigieuse. Quand on dit le devoir de mémoire, c'est vrai, c'est une posture éthique. On reconnaît l'importance de cette tragédie et il faut faire quelque chose. Maintenant, il y a bien sûr plusieurs manières de faire. D'abord, donc, la première chose auquel en général le pays ont pensé, c'est une date, instituer une date ou signer un décret, une loi. Mais il y a aussi bien sûr l'aspect éducatif, il ne suffit pas. Et il serait vraiment contre-productif de s'en arrêter qu'à cet aspect-là commémoratif ou qu'une fois par an ou qu'il y a cet aspect événementiel. Il faut vraiment descendre un peu plus bas et intégrer dans le curricula, intégrer dans le programme scolaire l'enseignement de cette tragédie. Parce que, et pas seulement en plus dans les livres d'histoire, parce que ce n'est pas qu'une question d'histoire. C'est l'économie, parce qu'on ne peut pas comprendre le monde moderne tel qu'il s'est construit si on ne revient pas à cette tragédie. Mais ça, aussi vous nous le dites à nous, M. Ié, mais vous dites-le au ministre de l'Éducation qui vient de l'UNESCO. Oui, on le dit justement, dans le projet La route de l'esclave, il y a une grande composante éducative où on est en train non seulement de préparer nous-mêmes des matériels pédagogiques qui puissent être utilisés dans les différents pays, mais on fait un lobbying, un plaidoyer auprès des ministres de l'Éducation dans les différentes occasions et forums où on le rencontre pour dire que cette question-là doit être intégrée dans les curriculums. Donc ce travail est fait, mais ça ne suffirait pas. Et encore, ça ne suffirait pas. Il faut que dans les médias, dans le petit écran, dans le grand écran, dans nos programmes radiophoniques, télévisuels, on puisse aussi en parler. Ce n'est que comme ça qu'on pourrait dire qu'on s'acquitte de ce devoir de mémoire. Mais bon, nous pensons que c'est un processus qui ne sera jamais terminé et qui doit s'approfondir de plus en plus. Les différents pays ne sont pas à des niveaux égaux. Hein. Il y a des pays qui sont un peu plus avancés que d'autres. Il y a des pays où c'est encore complètement le grand silence. Mais au niveau de l'Afrique, on peut estimer, même si ce n'est pas le cas, hein, quand on prend Gorée au Sénégal ou la Porte du non-retour au Bénin, à Ouida ou au Ghana, des choses sont faites sur le plan touristique. Mais sur le plan pédagogique, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à franchir ce gap-là ? Moi, je pense que nos États ont une part justement de responsabilité parce que justement, elles ne soutiennent pas assez toutes les productions cinématographiques, par exemple, qui pourraient être faites là-dessus pour justement sensibiliser la plus grande masse. Parce que pour moi, sans mobilisation du peuple africain, nous n'arriverons à aucun résultat. Parce qu'il n'y a pas. Et comment on arrive à faire cela? Comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que la société civile, monsieur et madame tout le monde, se sentent concernés par la question de l'esclavage? Moi, je pense qu'il faut une sensibilisation permanente, continue. Et pour ça, nous avons besoin aussi, non seulement en tant que citoyens, de s'impliquer, mais également du soutien des États concernés. Je parle de l'Afrique. Hein, parce que de l'Occident, moi, ça me semble logique, hein, dans leur logique, de ne pas vouloir reconnaître, enfin pour certains pays, de ne pas vouloir le reconnaître comme un crime contre l'humanité. Ça voudrait dire qu'il faut payer des réparations et ça voudrait dire que leur politique actuelle en Afrique devrait changer sur les ressources de l'Afrique. Donc je ne vois pas ce qu'on peut vraiment attendre d'eux. Donc je pense que c'est à nous, à un moment donné, de prendre vraiment en charge ces choses-là, de sensibiliser évidemment nos dirigeants à ça, également notre population, à travers, comme on l'a dit, l'instruction, ne pas attendre que les autres produisent pour nous, produire nous-mêmes nos œuvres, parce que je pense que si on se réunit tous, ça m'étonnerait qu'on n'arrive quand même pas à produire des œuvres cinématographiques de masse. On a quand même des pays qui sont puissants, il y a le Nigeria, enfin il y a le Cameroun, tous ces pays réunis ont quand même une certaine puissance, malgré tout économique. Donc il pourrait quand même... Quand on prend le golfe de Guinée, qui est devenu très il y a certains pays tout seuls oui, qui pourraient soutenir des œuvres culturelles, cinématographiques, qui iraient dans le sens de l'instruction, justement, de la sensibilisation. Et du coup, pour moi, des générations, comme ces générations actuelles, pourraient se réapproprier leur histoire. Mais aujourd'hui, effectivement, avec ce déficit-là, ils ne se réapproprient pas cette histoire. Ils sont détachés de ça. Ils auront plus facilement la larme à l'œil pour quelque chose dramatique qui va se passer à l'extérieur que pour ceux qui concernent leur propre peuple. Donc, quelque part, on doit se réapproprier cette histoire, c'est ce que monsieur disait. Et c'est très bien qu'il y ait des œuvres comme ça, parce que ça ira dans ce sens. Mais il faut encore, à mon avis, tout un travail de vulgarisation qui n'est pas assez effectué.
aujourd'hui. Donc, parlant de vulgarisation, justement, comment se fixe une journée internationale? Parce que là, c'est une journée de l'ONU qui n'est peut-être pas celle de l'UNESCO. Quel est le mécanisme que l'on adopte pour que cela se mette en place et que tout le monde reconnaisse la validité de la journée qui a été fixée? Alors, d'abord, cette journée... Il y en a près d'une centaine qui sont fixées chaque année. Il y a beaucoup de journées. Aujourd'hui, c'est le 1er décembre, c'est la journée sur le sida. Oui. Sur le sida. Alors, comment bon, en général, c'est un certain nombre de pays, ou un pays ou plusieurs pays, qui déposent devant l'Assemblée générale des Nations unies une résolution, un projet de résolution où ils doivent d'abord faire un lobbying et le plaidoyer nécessaire pour convaincre un certain nombre de pays, et le présente à l'Assemblée générale, il explique, et puis on en discute, et puis après le pays le vote. Donc c'est quand même un processus. Il faut qui est long, assez long, parce qu'il faut le mettre avant les délais. Il faut aussi avoir un maximum de pays qui soutiennent, qui appuient. Alors il y a plusieurs niveaux, ceux qui appuient, ceux qui sont signataires, et enfin on le met dans l'Assemblée générale, c'est discuté, ça s'adopte comme ça. Le fait qu'il y ait des journées sur l'esclavage ou sur d'autres tragédies, je crois que c'est bien, mais je crois que c'est pas suffisant. Et même trop en faire, parfois, ça peut être contre-productif. Il faut que vraiment, ce soit des journées bien ciblées et qu'on puisse exactement savoir ce qu'on veut faire avec ces journées-là. Par exemple, ce 2 décembre, alors, pourquoi? Le 2 décembre est la journée sur l'abolition de l'esclavage, et elle concerne en général toutes sortes d'esclavage. L'esclavage historique, mais aussi les nouvelles formes d'esclavage. Dont on parlera tout à l'heure avec M. C'est une journée, et si je peux appeler ça générique, qui d'ailleurs c'est la plus vieille qui a été décrétée. Après, il y a la journée du 23 août, qui est la journée internationale pour le souvenir de la traite négrière et de l'esclavage. Ça a été une journée qui a été initiée par l'UNESCO. Pourquoi le 23 août? Parce que c'était la journée où a commencé la révolte en Haïti, qui a amené à la révolution haïtienne et donc à la création de la première république noire dans l'hémisphère nord. Et c'était vraiment une journée importante. Nous avions pensé qu'on aurait la lutte des victimes de l'esclavage eux-mêmes. La journée qui est symbolique de leur action était beaucoup plus appropriée que prendre par exemple la journée où on a signé le décret d'abolition, dont on sait que les abolitions qui, sur la traite, n'ont jamais fait arrêter la traite elle-même. La première abolition était l'abolition, une des premières, c'était pas la première, mais une des premières, c'est l'abolition britannique. Elle a aboli en 1807 la traite, c'est-à-dire l'importation d'Africains mis en esclavage. Mais l'esclavage n'était pas aboli. Alors c'est vraiment... Alors le besoin était là, et il y a eu le trafic. C'était un encouragement au trafic illicite d'êtres humains. Et ce n'est qu'en 1833, donc 20 années et quelques, qu'on a aboli l'esclavage, le système lui-même. Donc, c'est pour ça qu'on a pensé que la date du 23 était importante. Mais je pense que chaque pays devrait avoir sa date nationale. Il y a les dates internationales, mais ça ne suffit pas. Normalement, chaque pays devait choisir une date symbolique, emblématique. En France, on a choisi le 10 mai. D'autres pays ont choisi d'autres dates. Par exemple, l'Angleterre, le Royaume-Uni a choisi le 23 août parce qu'ils pensaient que c'était... parce qu'à chaque fois, il y a un débat. Est-ce qu'on choisit la date du décret? Est-ce qu'on choisit la date de la révolte? Est-ce qu'on choisit... Mais chaque pays devait en choisir une qui, au moins, a l'avantage de, pendant cette journée, focaliser, cristalliser tout ce qui fait tout le long de l'année. Le danger de cette date-là, c'est de ne rien faire entre les deux dates. Et se donner bonne conscience assez facilement, parce qu'il y a un côté événementiel, on se montre, et puis, voilà, c'est ça en fait le danger de cette date-là. Et normalement, entre les dates, il devait y avoir de plus en plus d'événements. Et la date, je vais juste servir d'être un peu une vitrine de ce qui s'est fait. Exactement, pour les initiatives qui ont été faites. Mais là, on a l'impression que cette date du 2 décembre, elle semble être rentrée dans les oubliettes. Déjà, à commencer par le continent africain. Puisque... Tout à fait, moi je suis d'accord avec vous, lui. Mais on a coutume de dire que l'union fait la force. Moi, je pense qu'il devait y avoir une seule date, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, que les États africains devaient peut-être choisir une date pour commémorer l'abolition de l'esclavage. Et ça permettra déjà une communication, une communication assez efficace. Un peu comme la journée de l'enfant africain. Tout à fait. Oui.
Et moi, je pense que c'est plus efficace. Au lieu que chaque pays ait une date pour célébrer l'abolition de l'esclavage, etc., moi, je pense que... et c'est également ici l'occasion de faire appel à l'Union africaine dans ce domaine. L'un n'empêche pas l'autre. Je n'ai pas dit qu'il ne faudrait pas avoir une date régionale. Mais la date nationale, pour moi, elle est quand même indispensable. Je prends un exemple de ce qui s'est passé avec la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Ça a été reconnu au niveau international, donc à Durban, lors de la conférence mondiale contre le racisme à Durban. C'était très bien, je crois que c'était une très bonne avancée. Contre le racisme et l'antisémitisme. Oui, ceux qui diluent un peu. Non, s'il vous plaît. Le titre de la conférence, c'est la conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui est associée. Donc voilà, c'est le titre, c'est le nom qui a suscité beaucoup de débats pour qu'on arrive à ce nom un peu long, un peu difficile à digérer, mais il fallait tout soit et surtout intégré. Sans effet concret dans les faits. Non, cette conférence a reconnu l'esclavage et le crime, l'esclavage et la traite négrière comme crime contre l'humanité. C'était très bien. Mais seulement, il n'y a pas eu une déclinaison au niveau régional. Il n'y a pas eu chaque région, par exemple l'Europe, l'Afrique, n'a pas au niveau, parce qu'il y a un parlement africain maintenant, pan-africain. Oui. Ce parlement ne l'a pas reconnu, n'a pas repris cette loi et ne l'a pas traduit en législation régionale. Et les États africains n'ont pas allé encore plus loin pour le faire reconnaître dans leur législation nationale. Ce n'est qu'à ce prix-là, je pense que vraiment la prise de conscience qu'on voulait créer avec cette reconnaissance aurait vraiment eu lieu. Et malheureusement, on en est resté pour le moment à la reconnaissance internationale. 2 pays, à ma connaissance, ont reconnu au niveau national. C'est la France, avec la loi Taubira, et le Sénégal, l'année dernière, qui a aussi fait voter une loi reconnaissant l'esclavage comme crime contre l'humanité au niveau de son Parlement. Mais normalement, il devait y avoir une avalanche de... Parce que ça crée quoi? C'est quoi le but? C'est que ça entretient, ça ramène ça tout le temps à la mémoire, ça crée une dynamique, ça permet aux journalistes d'en parler, ça crée un débat national à tous les niveaux. Et c'est l'intérêt de la loi. Et on en est resté là. Et je crois que je suis tout à fait d'accord avec vous qu'en Afrique, on devait avoir une journée pour l'Afrique qui soit reconnue sur l'esclavage pour bien montrer qu'on est unis face à cette date-là. Donc ça veut dire peut-être qu'on doit se mobiliser. Voilà, il faut se mobiliser. Et des journées nationales qui, alors dans ce cas-là, correspondent à l'histoire particulière de chacun des pays. Et c'est à ces 3 niveaux, moi, que je vois que le devoir de mémoire doit aussi se... Vous savez, vous avez tantôt parlé des raisons qui pouvaient faire qu'en Afrique, on ne fait pas grand cas de ces problèmes d'esclavage là aussi. C'est vrai qu'il y a le fait que c'est comme une plaie qu'on essaie de couvrir d'un voile pudique, mais il y a aussi le fait que ça gêne certaines personnes qui s'étaient associées à ces pratiques-là. Et il y a aussi certaines pratiques aujourd'hui, sous une forme ou une autre, on en parlera, ou des nouvelles... Parfois, elles ne sont pas aussi nouvelles que cela. Dans certains cas, au Soudan et en Mauritanie, ça n'a rien à envier à ce qui se passait avant. On en parlera tout à l'heure, si vous voulez. Mais par rapport à la loi aussi, je ne pense pas que les instruments juridiques peuvent suffire à régler ce problème. La Mauritanie peut avoir un effet contraignant. C'est-à-dire que quand on sait qu'il y a la peur du gendarme, la conduite n'est pas la même. La Mauritanie a criminalisé l'esclavage, mais dans les faits, tout le monde sait que ces pratiques-là continuent encore aujourd'hui. En plus, une loi sans décret d'application derrière ou sans mesure d'accompagnement, ça sert à quoi? Les personnes qui avaient été asservies, qui ne savent même pas comment s'y prendre pour s'en sortir économiquement, elles vont continuer à dépendre des anciens maîtres. Et dans ce cas-là, on ne peut pas parler encore d'indépendance. Ça, on en parle au niveau local en Mauritanie, mais on peut aussi le transvaser au niveau international. Pour nos chefs d'État, il faut d'abord décoloniser les esprits. Si ça, ce n'est pas fait, on se rejoint effectivement, ils ne vont pas prendre des initiatives en vue, eux, à leur niveau, de régler ce problème de la sous-représentation de la question de l'esclavage dans les manuels scolaires ou même dans les médias internationaux, parce qu'ils continuent à prendre leurs ordres ailleurs, et vous savez de quoi Exactement. Ça revient à ce que je disais. Ouais. On ne se réapproprie pas, entre guillemets, cette histoire. Je trouve quand même que ce soit aberrant, que ce soit les bourreaux, entre guillemets, qu'on attende que, grosso modo, qu'ils reconnaissent ça. Bon, ça, c'est très bien, mais qu'on attende des dates d'eux, alors que nous-mêmes,
nous devons honorer nos ancêtres et on a même du mal à le faire. C'est quand même incroyable, c'est un problème, là ça devient un problème culturel. Ce sont toujours les chasseurs qui réécrivent l'histoire. Voilà, et par rapport à ça, je trouve qu'il y a quand même une petite problématique et qu'il faut vraiment qu'on se dise aussi les vérités à un moment donné. Voilà. Oui. Il faut qu'on se mette en chemin. On y est, mais il y a du progrès à faire. En France, on disait qu'on ne va pas être dans le repentir permanent. Est-ce qu'en Afrique, on peut se mettre quand même dans une position de regarder dans le rétroviseur en permanence? Enfin, pas en permanence, en essayant d'avancer quand même dans l'histoire. On ne va pas continuer à remuer le couteau dans la plaie. Oui. Non, mais on ne va pas continuer à remuer le couteau dans la plaie, mais c'est notre histoire quand même. Il faudrait qu'on se l'approprie et qu'on regarde. C'est bien de regarder dans le rétroviseur. Sinon, on ne sait pas où on va. Donc, effectivement... On ne sait surtout pas d'où on vient. Ou on ne sait pas d'où on vient, voilà. Et c'est justement l'occasion de faire beaucoup de communication et d'instruction dans ce domaine-là, c'est-à-dire l'esclavage. Parce que, vous savez, jusqu'à aujourd'hui, la jeune génération ne sait pas ce que c'est que l'esclavage. Nous n'avons pas subi l'esclavage. Mais à chaque fois, on nous balance ça sur la figure... esclaves, machin, etc. Et justement, c'est l'occasion... J'étais en train de lire un livre qui s'appelle Le Grand Quoi de Dave Hedges. Vous savez l'histoire d'un Soudanais qui s'est retrouvé aux États-Unis, à Atlanta, et qui sort un matin pour aller faire ses courses et qui est pris à partie par des jeunes afro-américains qui l'insultent. Vous savez que les Soudanais sont très foncés et qui se mettent à l'insulter. Négro, sale noir, rentre dans ton pays, c'est vous qui nous avez vendus. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'un jeune homme d'une trentaine d'années a à voir avec ceux qui ont vendu les esclaves? Donc, c'est pour ça que je rejoins un peu le point de vue de... Faut-il qu'on relativise le fait que certains cherchent à impliquer les Africains pour ne pas avoir à porter seul le fardeau? Tout à fait. On essaie de dire, c'est vrai que le phénomène a existé, des Africains en ont vendu d'autres, mais ça devait être, il y a certaines études qui l'ont sorti, c'était très résiduel pour pouvoir dire que c'était des Africains qui l'ont imaginé, qui l'ont programmé, qui l'ont planifié et qui l'ont exécuté. Est-ce qu'ils avaient le choix? C'est là le Monsieur Yé. Non, je crois qu'on a... très important. On l'a dit que dans toute grande tragédie qui s'est passée, catastrophe, dans le monde, il y a toujours eu de collaboration. Exactement. Il y a toujours eu de collaborateurs. Aucune tragédie ne se passerait s'il n'y a pas eu à l'intérieur des gens qui ont collaboré. C'est vrai pour ce qui s'est passé la dernière guerre mondiale. C'est vrai pour tout. Donc, je pense que pour ça, c'est clair. Et on connaît l'histoire, et ce n'est pas une question de collaboration. La question ne se pose même pas comme ça. Les Africains n'ont pas le monopole de la collaboration coupable. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais ce qui est troublant, c'est qu'on puisse mettre l'accent sur ça, alors qu'on n'a pas encore éclairci déjà l'ensemble de la tragédie. Pour se dédouaner. Après qu'on puisse voir les recherches poussées, on puisse voir quelle a été. Et d'ailleurs, nous, dans la route de l'esclave, on a fait des études où, effectivement, les implications africaines à la traite sont démontrées. Et les historiens africains ne les cachent pas. Absolument. Contrairement à ce qu'on pense, les historiens africains ne sont pas là à couvrir ce qui les intéresse et à parler que les vices des autres. Non, en tant qu'historiens, ils l'ont ouvert et ils l'ont dit. Et il y a vraiment des spécialistes sur les implications africaines de la traite. Moi, je pense qu'une des raisons pour lesquelles c'est important de parler de cette question-là, ce n'est pas seulement pour connaître ce qui s'est passé. Ce n'est pas que pour la réparation non plus, parce que ça a été une pierre d'achoppement. Non, ce n'est pas que pour la réparation, c'est aussi pour connaître les conséquences à tous les niveaux de cette tragédie et pour mieux comprendre le présent, ce qui se passe. Vous savez que la plupart des préjugés contre les Noirs et les Africains ont été fabriqués et construits à cette époque-là. En fait, pour justifier la traite négrière. Le Code Noir, par exemple, en France. Le Code Noir, pour ne parler que de celui-là. Le Code Noir, alors là, c'est vraiment le summum de la barbarie. C'est mettre en forme juridique la torture, c'est légaliser et légiférer dans l'horreur. C'est incroyable. Là, on est allé trop loin dans l'horreur. Non, je parlais de comment, pour justifier la traite et l'esclavage qui était à la base des économies de puissance de cette époque, donc quelque chose de très important, on a mobilisé toutes les ressources scientifiques, religieuses, intellectuelles,
pour justifier, dire que le noir méritait... Médiatique aussi. Et médiatique, bien sûr, il y a des journaux littéraire, artistique, pour vraiment justifier, dire que ce qui arrivait aux Africains, ils le méritaient. Non, et que c'était normal de le faire. Pour se donner pour conscience, et ça, ces préjugés-là, aujourd'hui, l'esclavage a disparu, mais les préjugés lui ont survécu. C'est-à-dire qu'ils déshumanisent l'autre pour mieux pouvoir l'écraser en disant ce n'est pas un humain qu'on est en train d'écraser, mais c'est un cafard comme au Rwanda, ou c'est un non-être comme ça s'est passé ailleurs. À la controverse de Valladolid, ils avaient expliqué qu'on ne pouvait pas infliger ces traitements-là aux Indiens parce qu'eux avaient une âme. Par contre, le noir africain, on peut voir parce qu'eux n'ont pas d'âme. Ils ne sont pas comme nous, ils n'ont pas d'âme, donc on ne commet pas un crime en infligeant ça aux Noirs. Je ne pense pas que c'est forcément disparu, mais je crois qu'aujourd'hui, en fait, ça a pris une forme différente, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, nous-mêmes, Africains, on traverse la mer au péril de nos vies pour aller se livrer nous-mêmes à l'exploitation. Donc, je ne suis pas comparable. On va chercher un mieux-être, c'est différent. Ça ne fait qu'être la conséquence d'un cheminement et d'une idéologie qui nous emmène traverser la Méditerranée ou l'océan Atlantique. Voilà, et qui, au fil du temps, prend des formes différentes. Pour moi, c'est un cheminement logique d'une idéologie. Je pense que si le pétrole du Golfe de Guinée avait été bien exploité, notre jeunesse n'aurait pas eu besoin de se mettre... C'est vrai que c'est une conséquence. Mais la question que je voudrais poser, et elle a représenté, je le disais tout à l'heure, une véritable pierre d'achoppement, c'est la question de la réparation. Oui. Pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à parler de réparation? C'est honteux, ça ne peut pas avoir une forme concrète, autre que pécuniaire. Il y a des Africains qui se sont opposés à cela. On a des solutions, l'annulation des dettes. Par exemple, oui. Mais parce que c'était gênant pour certains de donner l'impression qu'on est en train de faire tout ce boucan-là pour la mémoire de nos anciens, juste pour derrière pouvoir demander une réparation. Comme si, en payant une contrepartie financière, les Européens pouvaient se dédouaner de ce qui avait été. Est-ce qu'on peut l'évaluer, le dommage? Déjà, première question, non, à mon avis... moi, je pense que c'est possible, je suis désolée, je pense que c'est possible de l'évaluer. 350 millions de personnes mortes. Si on a pu évaluer les morts de la Shoah, on peut le faire. Pourquoi on ne pourrait pas, je veux dire. Ou alors on peut trouver peut-être juste milieu. Et puis, à mon avis, ça ne peut pas être autre que symbolique. Entre 400 et 500 millions de pertes sèches, entre guillemets, globalement, ce qui ressort. 350 millions, entre guillemets, de personnes qui meurent. Je suis désolé. C'est quoi le prix de la vie d'un homme de Oui, mais ce n'est pas une question de prix de la vie, mais ça nous donne déjà quelques éléments factuels. Donc c'est évaluer, même s'il ne s'agit pas de faire réparer, c'est évaluer déjà. Si on reconnaît un crime, on doit l'expier. À ce que je sache, quand il y a quelqu'un qui commet un délit, il paye, il va en prison ou alors il dédommage. Et là, on reconnaît quelque chose, c'est paradoxal. Et puis derrière, on n'a aucune action pour l'expier. Donc moi, ça me pose vraiment problème. D'un point de vue éthique. La dette, c'est acceptable. Pourquoi pas, voilà. Pourquoi avoir peur? Je ne sais pas, monsieur Iye, vous partagez ce point de vue qu'on peut moi, je pense que la question des réparations est une question très, très complexe. Et c'est-à-dire que pour qu'il y ait une réparation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas passer trop vite à l'aspect financier ou évaluation financière. L'aspect réparation, c'est plusieurs étapes. Il faut qu'il y ait d'abord... Est-ce que c'est coupable? Non, mais c'est pas ça. Non, mais justement, c'est pas coupable, c'est une question de décence aussi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait d'abord une reconnaissance éthique. Voilà. Il faut qu'il y ait une reconnaissance éducative, il faut que ce soit dans les livres, il faut qu'il y ait une reconnaissance historique, la vérité soit établie. On n'a même pas encore là, on vient juste d'ouvrir un peu une page. On connaît un petit peu mieux la traite transatlantique. On ne connaît absolument rien sur la traite autour de la mer Rouge. On ne connaît absolument rien sur la traite dans l'océan Indien. Il faut documenter. Le crime, il faut le documenter. Et sur ce qu'on connaît déjà, est-ce qu'on peut quand même essayer d'avancer? Est-ce qu'on est obligé d'attendre de connaître tout? Non, mais madame, vous savez, toutes les situations où des réparations ont été payées, c'était toujours les vaincus qui payaient. C'est-à-dire, c'est une question de rapport de force. Oui, donc, et dans la mesure où on a, dans le rapport de force actuel, on n'a pas le dessus, la question des réparations sera toujours posée. Et parlant de réparation, en Haïti, ce n'est pas que les vaincus qui ont payé. Les vainqueurs. Haïti a dû payer une dette en or à la France. Pourtant, elle avait gagné pour avoir son indépendance. C'est comme les béquets ou dom-tom qui ont été pareil. Haïti a payé ces réparations pour pouvoir être reconnu. C'est vrai qu'ils avaient gagné la guerre contre la France. C'est vrai qu'ils auraient pu ne pas être obligés de payer. Mais là, ils ont regardé, si on dit, c'est au niveau de la
casser les coalitions des pays esclavagistes qui ont fait le blocus autour. D'ailleurs, en fait, cette aide n'a même pas empêché le blocus parce que le blocus a réellement eu lieu et on a cassé Haïti pour que justement ça soit jamais vu comme un bon exemple. Ouais. Il fallait vraiment casser. Mais cependant, la dette avait été acceptée d'être payée, la réparation, pour qu'il soit reconnu. Mais c'est vrai que cette question de... En tout cas, pour ce qui concerne l'UNESCO, c'est une organisation intergouvernementale où il y a aussi bien des pays qui ont été victimes de la traite comme des pays qui l'ont pratiquée. Donc cette question des réparations matérielles, je parle, il n'y a pas de consensus. Mais par contre, là où il y a un consensus, et il n'est pas négligeable, c'est tout le monde est d'accord qu'il faut qu'il y ait une réparation éthique, qu'il faut qu'il y ait une réparation historique, et symbolique, éthique, symbolique, et une réparation éducative. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse l'enseigner. Ça, sur le principe, tous les pays membres de l'UNESCO ont accepté. Donc maintenant, il y a... Mais est-ce qu'on pourrait aussi juger pour les crimes contre l'humanité, on juge. Mais oui, pourquoi on ne pourrait pas aussi avoir cette démarche? Les coupables pourraient être à la fois les États et les entreprises, parce que ce sont quand même des comptoirs qui ont été ouverts. Des grandes multinationales. Et comme on est en capitalisme, on sait à peu près qui fait du bénéfice, qui fait des pertes. On ne pourrait pas... C'est juste une piste, mais si... moi par contre, moi je pense qu'il faut juger, parce qu'en général, la justice, on juge, c'est une personne et on juge des gens qui sont directement responsables. Justement, les entreprises. On a jugé la SNCF pour avoir transporté des juifs dans des camps de IBM a été jugé aussi pour avoir contribué à... C'était la peine, c'était quoi alors? C'était un jugement éthique. On leur a dit qu'ils avaient tort d'avoir fait ça. Mais il y a des réparations financières qui ont suivi. Il y a par exemple des pertes de contrats qui ont été notées aux États-Unis, puisqu'il y avait un projet sur lequel la SNCF était engagée dans une offre commerciale et finalement elle l'a perdu. C'est une sanction. Oui, c'est ça la force de Il faut mettre la pression sur l'autre camp en fait. Tout à fait. Et c'est là où nos États, les États africains, et ceux mais aux États-Unis, on a beaucoup parlé de ce dossier. On a beaucoup parlé aux États-Unis de cette question des réparations. Finalement, elle fait pchit ou... Parce que les descendants d'esclaves aux États-Unis sont très bien organisés. Ils ont des lobbies qui ne sont pas aussi puissants que d'autres, mais qui essayent de faire quelque chose. Mais nous, nos pays africains... on peut quand même dire que les Afro-Européens, entre guillemets, se sont quand même bien battus, parce qu'au moins la France a reconnu ça comme crime contre l'humanité. Et puis elle n'a pas fait spontanément. Ça a été le fruit d'un combat depuis au moins des années 70 ou voire avant. C'est vrai. Alors qu'aux États-Unis, je ne pense pas que ce soit le cas. Non. Je ne pense pas que les Afro-Américains aient réussi à faire reconnaître ça. Moi, ils ont fait qu'on mette une notice sur Tintin au Congo pour dire que c'était pas pour. Donc, c'est quand même positif au niveau des Africains. Ils se sont appropriés le nom afro-américain. Et ça, c'est une grande victoire. Ah ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de mouvements qui travaillent sur cette question. Au niveau de l'Union africaine même, il y a la Commission du droit international est en train de se pencher sur cette question-là. Il y a des débats qui sont en cours et la société civile est en train de votre organisation, madame. Il y a beaucoup d'organisations qui travaillent sur cette question-là. Et il y a une question aujourd'hui, puisqu'on arrive à la fin de l'émission pratiquement, les nouvelles formes d'esclavage, et notamment en Mauritanie. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on lutte contre... Est-ce que vous avez l'impression d'être délaissé par rapport à l'esclavage historique, si on peut s'exprimer comme ça? Vous savez, en 2000, moi j'avais participé à un colloque ici à la Sorbonne sur l'esclavage au Soudan et en Mauritanie, parce que ce sont deux cas qui sont voisins. Je ne sais pas ce que vous appelez les nouvelles formes d'esclavage, mais moi, on va essayer de parler de deux formes d'esclavage qui existent en Mauritanie, selon qu'on soit dans les sociétés noires de Mauritanie ou dans la société arabe. Il y a l'esclavage dit traditionnel de cases où certaines communautés sont dites esclaves, mais de façon séculaire, mais elles ne travaillent pour personne, elles sont libres, elles ont droit à l'héritage, elles ne sont sous la domination de personne. Cependant, elles sont discriminées. Elles sont, on estime comme les discrimination positive. Non, négative. On considère comme les intouchables de l'Inde qu'elles n'ont pas droit à certains postes administratifs, par exemple, mais ces populations-là vont à l'école, sont instruites et tout.
Bon, ça c'est le côté, oui. ça c'est une marginalisation, mais on les appelle, on ne leur dit pas directement, mais en privé, de façon un peu hypocrite, les anciens nobles continuent à les appeler quand même esclaves. Et de l'autre côté, on a dans la communauté arabe, alors là c'est l'aspect le plus difficile, le plus gênant, il y a des associations qui ont mis en avant des cas de pratiques qui avaient été considérés comme esclavagistes, mais que l'État avait nié. Il faut rappeler qu'en Mauritanie, il y a eu une loi en 1981 qui interdisait l'esclavage. Alors, ce qu'il y avait d'extraordinaire dans cette loi-là, c'est qu'on reconnaissait à l'esclave le droit, on revient à la question des dédommagements, le droit ou l'obligation de dédommager l'ancien maître pour pouvoir recouvrer sa liberté. Donc, il faut racheter sa liberté. Elle n'a pas été suivie du décret d'application, elle n'a pas bien fonctionné, cette loi de 81. En 2007, une nouvelle loi a été votée qui criminalise l'esclavage. Sauf qu'à chaque fois... C'est déjà un très grand pas. Oui, un très grand pas, on va dire théoriquement. C'est pour ça que moi je me méfie des lois qui sont votées comme ça. Bon, il n'y a pas eu de... Peut-être aussi que ça n'a pas pu aller jusqu'au bout en raison des coups d'État. Il y a des résistances. Oui, bon, il y a eu le coup d'État, mais il n'a pas remis en cause la loi. Mais il y a des résistances des anciens nobles qui continuent à maintenir, mais surtout loin des centres urbains, dans les petits campements, il y a des personnes, moi je peux le dire, je le dis d'autant plus facilement que le 21 novembre dernier, il y a à peu près 10 jours, pour la première fois, une personne a été, enfin 6 personnes ont été condamnées pour fait d'esclavage. En janvier, il y avait eu une première, c'est une première, mais jusqu'à présent, tout le monde avait nié. Moi, j'ai interviewé le président de la République, il me disait, n'est esclave en Mauritanie que celui qui voulait l'être. En gros, ça n'existait pas. Les personnes qui avaient été arrêtées en janvier de cette année, qui exploitaient des mineurs, qui étaient leurs esclaves, ils ont été condamnés au tribunal pour exploitation de mineurs. Juste pour exploitation de mineurs. Et quelles sont les peines encourues pour ces différents délits? 6 mois pour la... Normalement, c'est 10 ans. Normalement, c'est 10 ans. Oui. La loi punit de 10 ans les pratiques d'esclavage. Mais la semaine dernière, les personnes n'ont été condamnées, entre guillemets, non, été condamnées qu'à 6 mois d'emprisonnement et à peu près à 2600 € de dommages et intérêts pour les jeunes qui ont été traités comme des esclaves. La mère des 2 enfants a aussi été condamnée pour complicité. Voilà. C'est quoi? D'ailleurs, les organisations de défense des droits de l'homme ont fait appel parce qu'elles ont estimé que 6 mois pour avoir maintenu en esclavage des jeunes enfants, ce n'était pas assez. D'accord. Maintenant, parlons de collaboration. Est-ce que des passerelles sont jetées aujourd'hui entre les Africains, entre les Caribéens, entre les Américains, les personnes vivant dans l'océan Indien pour que cette mémoire de l'esclavage puisse être entretenue et que derrière, on puisse en faire quelque chose d'utile pour les générations à venir? Je pense qu'il y a les institutions internationales, probablement, rien que ne fût-ce que d'élaborer, j'imagine, ces ouvrages, nécessite une collaboration, justement, avec des personnes des États-Unis, des Antilles, etc., pour collecter déjà, j'imagine, les informations. Mais c'est vrai que la société civile également agit beaucoup, essaye de mettre en place ces passerelles, mais ce n'est pas évident quelquefois, parce que des préjugés, justement, Parlant de préjugés, il y a une action contre Guerlain que vous avez menée. C'est comme ça que j'ai découvert l'association. Tout à fait. Bon, ces préjugés peuvent quelquefois mettre des barrières entre nous et nous empêcher de travailler de manière efficace et d'être unis. Et justement, des cas comme les propos de Jean-Paul Guerlain en octobre 2010, où, en fait, je résume très rapidement, où il a eu des propos presque négationnistes, je dirais même négationnistes, ont permis justement à toutes ces différentes communautés qui font finalement un tout, nous sommes africains, afrodescendants, de se retrouver derrière justement une cause et d'obtenir réparation. Parce et ça a été le cas. Pour résumer ses propos, il estimait que les Noirs, pour une fois... n'avaient pas travaillé assez. Donc il remettait en cause quand même, je dirais, moi, 600 ans d'esclavage, 400 ans, 200 ans de colonisation. Exactement, donc il remettait ça en cause et donc la mobilisation paye. C'est pour ça que je dis qu'il faut justement qu'on apprenne à être beaucoup plus actifs, qu'on se mobilise sur le terrain. Ce n'est guère évident, mais je ne vois aucune victoire ou aucun combat qui ne se gagne sans action, sans mobilisation sur le terrain. Et c'est cette mobilisation et surtout persévérance qui nous a permis d'arracher, en tout cas du groupe LVMH,
une réparation. Et donc, on a demandé un certain nombre d'engagements qui ont été pris. On va dire qu'aujourd'hui, 40% de ces engagements ont été honorés par ce groupe qui est propriétaire de cette marque-là. Très bien. Et on peut en citer quelques-unes. S'il oui. y a 40%, c'est qu'il y a des actions bien... Tout à fait. Donc, il y a la drépanocytose. On avait demandé à ce que soit versée une somme conséquente pour la recherche contre la lutte, justement, de la drépanocytose. Et on a choisi donc l'hôpital Robert Debré, qui a bénéficié donc d'un engagement sur 600 000 €, dont 150 000 € déjà versés là très récemment. Et on a choisi cet hôpital parce qu'il s'occupe justement aussi des Africains afro-descendants qui sont dans le 93, dans le 18e, 19e, enfin certains qui sont défavorisés parce que ça traite de l'enfant aussi. Paris, Seine-Saint-Denis. Exactement. Donc la mobilisation, enfin j'insiste encore une fois là-dessus, elle finit par payer. Donc il ne faut pas être découragé et baisser les bras face à des injustices. Il faut aller au front. Et beaucoup de choses ont changé comme ça. Même en France, il y a eu une révolution, donc entre guillemets, 1789. une démocratie. Voilà. Et, non, il y a vraiment en plus une véritable mobilisation. Nous, on travaille sur l'Amérique latine et les Caraïbes. Vous savez, en ce moment, il se passe un mouvement vraiment très intéressant. C'est qu'avant, dans les années 60-70, l'inspiration, le mouvement afro-descendant et le rapprochement avec l'Afrique s'est fait par les Afro-Américains, en fait. Donc l'impulsion est venue. Est venue avec les lois civiques et tout cela, tout le combat du Black Power, Black Panthers. Black Panthers, de Malcolm X. Et bon, après, on sait, ils ont eu quand même quelques acquis. C'était la loi de Affirmative Action qui a permis que toute une génération de jeunes leaders africains aujourd'hui ont émergé. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, il y a une espèce de tassement. Même si on a la possibilité aujourd'hui d'avoir deux candidats à la Maison-Blanche qui sont noirs. Hein. Oui, paradoxalement. Mais c'est de l'Amérique latine qui est en train d'émerger. De plus en plus de pays latino-américains qui, jusqu'à maintenant, ont quelque part oublié cette racine, sont en train de se réveiller et revendiquer leurs racines africaines. Et vraiment au Brésil, au Venezuela, au Pérou, en Bolivie, en Équateur, des pays qu'on n'imagine même pas qu'il puisse y avoir des afro-descendants. Et ça, c'était depuis, d'ailleurs, le mouvement a commencé avec le processus de Durban, de la préparation de la conférence de Durban. Et là, récemment, il y a eu un grand sommet ibéro-américain à Salvador de Bahia, où une déclaration a été adoptée par tous ces pays. Les chefs d'État, c'était au niveau des chefs d'État, hein, les sommets. D'accord. Ou que désormais, ils vont vraiment... Ils vont donner un fonds, ils vont créer un fonds, ils vont faire un observatoire sur la situation des populations afro-descendantes en Amérique latine. Il y a vraiment une dynamique qui est en train de... Cette année était l'année internationale des personnes d'ascendance africaine, effectivement. Et à ces sommets, ils ont adopté une décennie. Les pays latino-américains, ibéro-américains ont adopté une décennie sur les populations afro-descendantes. C'est bien parce que le racisme existe de manière très exacerbée dans ces pays-là aussi. Exactement. Et donc, il y a vraiment un mouvement, donc c'est sûrement pas le moment d'être résigné, d'être baissé ou même d'être découragé. Je crois qu'il y a vraiment, les luttes sont en train de payer. Il suffit maintenant de faire les jonctions nécessaires. Et là, la jonction entre cette diaspora et l'Afrique reste à faire. Ça fait depuis quelques années que l'Union africaine a décrété comme la diaspora africaine comme sixième région. Et jusqu'à maintenant, malheureusement, rien d'institutionnel n'a été fait à part les déclarations et la bonne volonté. C'est vrai qu'il y a des Américains, des Africains américains qui sont allés sur le continent pratiquer des tests pour déterminer leur origine. Oui, ça c'est le mouvement par ailleurs avec les nouvelles... On vous le laisse. Ça c'est un commerce qui marche aussi, oui. Mais je crois que le fait de donner, institutionnaliser cette sixième région qui est la région de la diaspora est vraiment un grand chantier dans lequel l'Union africaine, avec les Mais peut-être qu'elle n'a pas réussi à matérialiser aussi ce qu'elle entend par diaspora, parce que c'est quelle diaspora? La diaspora récente, la diaspora historique, c'est peut-être cela aussi, que la diaspora historique ne se reconnaît pas dans ce que l'Union africaine dit, ou que la diaspora récente se dit j'envoie déjà de l'argent, c'est largement suffisant pour être reconnu comme acteur économique. Je pense qu'il y a eu beaucoup de... La définition, qu'est-ce que c'est la diaspora? Enfin, la diaspora africaine, en fait, c'est trois vagues de diaspora. Il y a la diaspora africaine dans le monde avant l'esclavage, qui allait, il ne faut pas oublier, en Inde, en Asie, et même selon certaines recherches historiques en Amérique avant Christophe Colomb. Donc, ça inclut cette première vague. La deuxième vague, c'est la vague vraiment de l'esclavage, qui est la diaspora la plus massive, avec
dizaines de millions de gens. Et enfin, la troisième vague de diaspora, c'est celle post-coloniale, avec les pays africains et les gens qui partent pour des questions en général économiques. Je pense que quand l'Union africaine, c'est à préciser, parle de diaspora africaine, je pense qu'ils prennent en compte, en tout cas on doit prendre en compte ces trois vagues de diaspora. D'accord. Parce que ce sont des ressources, ce sont des sources. Vous êtes ressortissant de Djibouti, nous n'avons malheureusement pas parlé de la traite en direction du monde arabe. Probablement qu'une autre fois, nous aurons probablement l'occasion d'y revenir dans d'autres émissions, peut-être l'année prochaine ou en cours d'année. Merci en tout cas d'être venu, M. Ali Moussaïe. Je rappelle que vous êtes coordonnateur. Un mot par Juste rapport un mot, en quelques secondes. Nouvelle forme d'esclavage. Il faut quand même faire attention de ne pas confondre ces nouvelles formes-là, justement dont on parle, un employé qui est surexploité, et des cas où des descendants ou des personnes sont privées, par exemple, de leur héritage juste parce qu'elles sont considérées comme esclaves. Et ça existe encore aujourd'hui, par exemple, en Mauritanie ou au Soudan. Finalement, le trait commun de tout ça, c'est le capitalisme. Exactement. Donc les altermondialistes sont aujourd'hui, on peut les considérer aujourd'hui comme des partenaires de la lutte contre l'esclavage. Si je résume un peu votre pensée de façon grossière. Ils remettent en cause le schéma. Tout à fait. Même en Europe, à travailler plus pour gagner plus, je suis désolé, c'est une forme d'esclavage. D'accord. On n'a pas parlé des formes d'exploitation des enfants, des domestiques en Europe qui sont souvent victimes, partie de leur pays. Les droits de puissage qui existent encore. Oui. La prostitution. Oui, la prostitution qui est un fléau majeur. Mais je voulais vraiment adhérer à votre précision. Je crois que c'est très important, tout en luttant contre les nouvelles formes d'esclavage, de ne pas diluer le terme esclave ou l'esclavage tel qu'il a pu être pratiqué ou tel qu'il peut se continuer à se pratiquer dans certains pays avec ces nouvelles formes d'exploitation de l'être humain. Non, c'est peut-être ce qu'il faudrait dire pour être juste. Une nouvelle forme d'exploitation. C'est d'ailleurs les formes consacrées au niveau des Nations Unies, on dit les formes contemporaines de l'esclavage. Mais l'esclavage en tant que tel, comme système légalisé, supporté par tout l'appareil des États et de la société, je crois que celui-là, il est historique et il doit garder sa spécificité parce qu'il n'est pas trop le confondre, mais bien que parfois il y a des passerelles entre les deux aujourd'hui dans certains pays. Merci beaucoup, M. Ali Moussaïe. Je rappelle ce projet, ce grand projet que vous portiez et qui se matérialise aujourd'hui, celui sur l'histoire générale de l'Afrique. Nous espérons que nos téléspectateurs, que nos dirigeants auront l'occasion de lui donner toute la place qu'il mérite dans l'appropriation collective de notre patrimoine historique. Merci d'être venu. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous, Monsieur Martin Luther Bita, journaliste à ubiznews.com. Merci à René Clément de Mirada. Merci enfin à Abdoulaye Diagana, qui est chercheur, journaliste et qui était avec nous aujourd'hui pour parler des nouvelles formes d'exploitation, si on doit résumer clairement. Merci à vous tous de nous avoir regardés. Merci à Gaël Rouillard, à Nabi Ketouré, à Valérie Sabir, à Jean-Marie Bloch et à vous qui êtes restés devant votre écran pour nous suivre jusqu'à la fin. Rendez-vous, restez en compagnie déjà des programmes de Télé Sud et rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle édition de Pile et Face ou de édition spéciale. À bientôt.